été la première personne à me parler des gummies à la créatine et du fait qu'il n'y avait pas de créatine dedans. Je sais pas si tu as vu cette vidéo, mais le scandale avait explosé au grand jour. D'un côté, 1 million, c'est énorme de vues. Mais de l'autre côté, si tu regardes les classements Amazon, c'est encore les gummies qui n'ont pas de créatine qui sont au top. On s'est lancé dans les créatines gummies il y a plus d'1 an et demi maintenant. Ça a directement très bien fonctionné. On est passé numéro 1 aux US. Les marges étaient incroyables aussi. Mais je me dis, on va quand même faire tester. Et il y avait une quantité de créatine très faible, tu vois. Mais donc, on décide de changer la formulation. On lance une nouvelle créatine et on passe de 4.3 en note sur 5 à 3.2 en une semaine en fait. Bienvenue dans Le Trilliard, au programme de l'épisode du jour. Le scandale de la créatine et comment aujourd'hui on révèle en exclusivité que Paul est impliqué dans ce scandale. L'auteur le plus fake d'Amérique, le trilliard et notre combat contre le déclin démographique. Et finalement, comment boire trop d'eau limite le succès de votre SaaS B2B. Donc pour commencer, le scandale de la créatine et plus particulièrement des gummies à la créatine. Donc il y a une chaîne qui a commencé à faire quelques vidéos. Donc en gros, c'est un espèce d'influenceur fitness australien qui s'appelle James Smith, avec le nom, du coup j'ai dû aller checker là juste son nom parce qu'il a le nom le plus générique au monde, on dirait un fake, mais il fait des vidéos assez marrantes et il a fait toute une série de vidéos où il analyse les marques de gummies à la créatine. Donc au lieu de prendre ta créatine en poudre dans un verre d'eau, tu peux la prendre directement en gummy. Et il découvre que la plupart ne contiennent aucune créatine. C'est-à-dire, il te dit, OK, chaque gummy doit contenir 3 grammes de créatine et ça contient 2% de ce que c'est censé contenir, enfin quasiment zéro. Et donc, il analyse marque après marque. Il a fait toute une série de vidéos dont certaines ont fait plus d'1 million de vues où il analyse ça. Et tu le vois, il est dans les DM des marques et il discute avec eux et les mecs essayent de se justifier et tout. C'est assez intéressant. Et tu as l'impression que certaines marques, donc ça c'est un point sur lequel j'étais intéressé d'avoir ton avis, certaines marques ont l'air de pas savoir en fait. Et en fait, ils ont des certificats donnés par leur supplier. Et lui, il a l'air de penser qu'effectivement, en fait, le supplier chinois leur a dit, bah voilà, on a fait les tests et tout. Mais que quand lui, il teste la même batch, il a des résultats différents. Et qu'en fait, c'est le supplier chinois qui leur envoyait juste pas de créatine et qui leur donnait juste des gummies avec du sucre à l'intérieur. Et donc, il fait toute cette analyse, toute cette enquête, c'est assez intéressant. Et ce qui est drôle, c'est qu'il fait les analyses et à un moment donné, il y a une marque et il dit « Ouais, là, votre branding, c'est un peu de la merde parce que la photo sur le packaging, c'est un bodybuilder qui est méga stéroïdé, donc on va pas dire que c'est la créatine qui lui a fait ça, mais la marque avec le pire branding de bodybuilder stéroïdé, tous les autres c'est du branding un peu cool, tu vois. C'est la seule qui contient de la créatine et qui contient du coup la quantité de créatine qui était annoncée. Donc il dit bien joué pour vous. J'étais choqué, tu vois, que ce mec-là n'ait pas trouvé cette opportunité de dire mais non mec, je vais lancer ma marque de créatine en fait. Et je vais dire ils sont tous des pourris et moi j'ai la seule bonne créatine parce que quand il fait comme ça 1 million de vues sur ce sujet-là, je pense qu'il y a vraiment vraiment pas mal de potentiel. En plus c'est un mec qui a sa marque mais il a une espèce de boisson énergisante, un peu un concurrent à Prime Energy. D'ailleurs, il fait des vidéos pour casser Logan Paul sur Prime Energy et après pour plugger sa propre marque, ce qui est pas mal. Et la raison pour laquelle je parle ça sur le trilliard, c'est parce que toi, tu étais la première personne à me parler de cette histoire des gummies à la créatine et du fait qu'il n'y avait pas de créatine dedans. Et c'est pour ça que voilà, je voulais te dire, je sais pas si tu as vu cette vidéo, mais que le scandale avait explosé au grand jour et que voilà, c'est en train de se passer. On va voir. D'un côté où je me dis, je sais même pas si ça va casser les marques ou si les gens s'en foutent, je sais pas. C'est ça qui est fou parce que d'un côté, 1 million, c'est énorme de vues. Mais de l'autre côté, si tu regardes les classements Amazon, c'est encore les créatines les gummies qui n'ont pas de créatine qui sont au top. Parce que la personne moyenne, elle ne se rend pas compte. Et effectivement, on a un passif là-dedans. Parce qu'en gros, on s'est lancé dans les créatines gummies il y a plus d'1 an et demi maintenant. Donc on était assez early là-dessus. Et ça a directement très bien fonctionné. On est passé numéro 1 aux US. En plus, après, du coup, on a lancé plusieurs saveurs. Donc on a très bien ranké, ainsi de suite. On faisait 500 ventes par jour. On a vendu au total plus de 50 000 unités pendant on va dire 6-8 mois. Les marges étaient incroyables aussi. Et moi-même, je consommais mes petites gummies, je les consommais chaque jour de ma propre marque. J'étais très content, je me disais, ouais, bah, c'est sympa, je mange comme ça. Et j'en prenais chaque jour, quoi. Et un jour, je commande parce qu'en fait, j'avais remarqué que la marque qui a vraiment innové là-dessus, la première à avoir lancé de la créatine gummies, de ce que je sais, c'est une marque qui s'appelle Create, qui d'ailleurs, de façon assez intéressante, est fondée par le frère de Packy McCormick, qui est un mec qui a un newsletter très connu. Mais bon, bref, en gros, c'est le premier. Et en fait, ils faisaient tabasser dans les reviews sur leur goût, tu vois. Et moi, je comprenais pas trop, tu vois. Je disais, ils sont cons, pourquoi ils rendent pas le truc avec un bon goût, tu vois. Comme les nôtres. Tu vois, les nôtres, elles ont un très bon goût, tu vois. Et donc, je les commande. En plus, c'était galère pour commander parce qu'il fallait commander aux US, ça passe en Thaïlande, bref.
J'écoute et en fait, j'ai l'impression que c'était presque moisi pourri, tu vois. Et je dis, ah, putain, c'est vraiment immonde comme goût. Et là, je commence à me poser des questions. Je me dis, ils sont quand même pas débiles. Ça fait maintenant, eux, ça fait encore plus longtemps qu'ils vendent que nous. S'ils pouvaient améliorer le goût aussi facilement que ça, ils le feraient, non? Tu vois, il y a un truc qui tient pas, tu vois. Et là, je suis persuadé que c'est là la différence entre moi et beaucoup d'autres vendeurs qui sont en mode ah, je savais pas. C'est qu'en en fait, tu choisis ou pas d'ignorer un peu ça, tu vois. Là, j'aurais pu dire, ouais, mais effectivement, notre fournisseur, il nous a dit, oui, vous inquiétez pas, il y a toute la créatine. Regardez, pour la production, mais la créatine, tout est bien, tout est beau. Et tu restes là-dessus, tu dis, bah, c'est pas ma responsabilité. Le fournisseur me dit qu'il y a de la créatine, il me donne les certificats que je demande, qu'il y a la créatine. Et les certificats, ça veut rien dire, parce qu'en fait, les certificats, c'est que toi, t'envoies à Eurofins ou à d'autres laboratoires un batch de ta créatine, de tes gummies, quoi. Mais tu peux faire un batch avec la créatine, l'envoyer et dire, bah, c'est bon, tu vois. Enfin, il y a aucune vraie valeur à ça, quoi. Donc, bon, je suis là, bah, je commence un peu à transpirer en me disant, c'est quand même un peu étrange. Et effectivement, tu as quand même l'intention de dire, on s'en fout. On considère que le fournisseur nous dit la vérité, on continue, tu vois. Mais je te dis, on va quand même faire tester. Effectivement, on a fait tester nos productions et il y avait une quantité de créatine très faible, tu vois. Donc, à ce moment-là, on décide d'arrêter. Euh, on a décidé d'arrêter et de mettre de se dire, bah, non, enfin, on décide pas d'arrêter, on décide d'arrêter de vendre celle-là. Et on se dit, bah, on va remplacer par des gummies qui ont vraiment toute créatine promis. Et voilà, on va continuer comme ça. Euh, Juste pour rapidement expliquer comment ça se fait qu'il n'y a pas de créatine dans les gummies. En fait, la manipulation, elle est faite de deux façons. Une façon, entre guillemets, un peu faussement honnête. Donc, c'est ce que tu peux faire potentiellement, c'est en fait, tu mets la créatine, euh, et donc tu mets les 1,5 g par exemple de créatine par gummy, mais tu les fonds. En fait, tu mets une température très élevée, ce qui fait que la créatine fond en fait et se transforme en créatinine, qui en gros est le déchet de la créatine, toi. C'est ce que ton corps processe d'ailleurs. Et donc, en fait, ça sert à rien, mais techniquement, il y avait un moment 1,5 g de créatine dans le mélange, quoi. Et après, c'est ce qu'ils ont commencé à faire de plus en plus, c'est que tu mets pas du tout de créatine, toi. C'est plus la manipulation à ce niveau-là, c'est juste du mensonge, quoi. Euh, mais donc, on décide de changer la formulation pour avoir de la créatine, on change de fournisseur, tout ça. Et là, là, tu te rends compte, la théorie des jeux, elle se met un peu en place. C'est qu'en fait, on lance une nouvelle créatine et on passe de 4,3 en note sur 5 à 3,2 en une semaine, en fait. Tous les gens sont en mode j'ai reçu un stock moisi, c'est pas bon, c'est dégueulasse. Euh, et on fait le constat assez rapidement, en fait, que si tu veux être dans le top vente d'Amazon, le seul moyen, c'est de tricher parce que tu as deux problèmes fondamentaux qui sont pas résolubles en tant que tels. Un, c'est qu'en fait, le modèle qui est vendu, c'est généralement des créatines de 3 grammes, parfois 4 grammes, et tu es censé avoir 1,5 g de créatine dedans, voire même 1,6, 1,7 pour avoir en gros 5 grammes de créatine en 3 gummies, tu vois. En 4, Ok. mais, après, mais du coup, c'est un taux de poudre de créatine énorme par rapport au contenu de la gummies. En fait, ce qu'il faut comprendre, quand tu prends une gummies de vitamine C ou je sais pas quoi, en fait, tu as 2-3% de vitamine C et le reste, c'est le Parce bonbon, que en fait, la en gros, vitamine plus ou C, moins. ça se calcule en milligrammes et la créatine C'est en grammes, ça. en fait. Ouais. Et c'est pour ça que tu vois pas de supplément de créatine, toi. Parce qu'en réalité, si tu veux prendre des gélules, tu aurais vite fait de prendre des 4, 5, 6 gélules, toi. Et ça aurait aucun sens. Et les gens te disent, bah, autant faire de la poudre directement que tu mets dans une boisson ou autre. Euh, Mais tu peux avoir mais des donc, pilules fondamentalement, de créatine. Mais effectivement, t'en prends genre toi, 5. Ouais. mais c'est peu populaire par rapport à d'autres Ok. choses, quoi. Ouais, ouais. De toute façon, personne prend des pilules de whey, toi. Parce que là, tu serais avec tes 15 pilules, 20 pilules. Faut innover, mec, des gummies à la ouette. Sauf que par jour. Si tu vois... bah après, il y a des gens qui peuvent s'enfiler un paquet entier de Haribo, c'est peut-être possible. Hein. C'est Euh, steak et autres. Mais bon, en gros, ce que je veux dire, c'est que tu as 50% de la gummies qui est constituée de créatine, et la créatine, fondamentalement, ça n'a pas un bon goût, tu vois. ouais. Donc tu as aussi le problème, encore une fois, c'est que tu peux, la créatine en poudre, tu peux l'affiner la poudre encore, mais il y a une limite, en fait. Et donc, tu auras toujours un peu ce côté sableux, un peu poudreux, que t'aimes pas dans une gummies, en fait. Ce qui est Euh, catastrophique quand tu sais un truc que tu dois mâcher, en fait. c'est ça. Et en plus, et ajouter à ça, et vraiment le dernier truc, c'est que la vraie créatine, ça coûte 2 à 3 fois plus cher à produire, toi. Donc tu peux acheter les fausses, enfin les vrais créatines à gummies, ça coûte 2 à 3 fois plus cher. Donc tu peux passer de la fausse gummy à peut-être 2 à 3 dollars l'unité, enfin la boîte, j'entends. Et tu passes à du 7 8 9 10 dollars pour le vrai truc, Ouais. quoi. Donc tu te retrouves avec un truc qui est moins bon et qui est beaucoup plus cher, toi. Et le problème, c'est qu'en fait, fondamentalement, les gens qui consomment des gummies, euh, c'est un peu des bébés, tu vois. C'est les gens en fait qui veulent pas ils veulent pas faire un boisson, ils veulent pas faire un shake, ils veulent pas la poudre, ils veulent un truc qui a un bon goût, tu vois. D'ailleurs, ce qui est toujours un peu marrant parce que aussi, ils veulent pas qu'il y ait du sucre, tu vois. Donc tu mets des remplacements de sucre qui sont généralement, toi, il y a des grandes choses qui causent le cancer, comme tu vois. Donc c'est toujours un peu. Euh, mais donc dans les reviews, tu vas directement sentir. Les gens vont être là, non, mais pourquoi moi j'achèterais
cette gummies qui a un mauvais goût alors que je pourrais avoir la gummies qui a le bon goût, tu vois. Euh, on a d'ailleurs exactement le même problème sur un autre produit qu'on nous vendait à l'époque. C'était les lunettes anti-lumière bleue, en fait. Nous, on avait des lunettes anti-lumière bleue avec un vrai filtre qui fonctionnait bien. Sauf qu'en fait, il y a des concurrents qui sont arrivés en vendant des lunettes en fait transparentes, tu vois, qui techniquement filtraient de la lumière bleue, mais ça filtrait la lumière bleue qui est pas celle des écrans, tu vois. Dans le spectre, c'est en dessous, tu vois. Donc ça a quasiment aucun effet. Mais les gens étaient en mode, bah, pourquoi je vous regarderais mon film en jaune alors que je peux prendre ces lunettes-là et je vois très bien, tu vois. et tu peux rien répondre à ça. Tu vas dans le classement, tu tapes maintenant, tu tapes les anti-lumière bleue. T'as les quelques hardcore gamers qui sont avec leur gunner à 70 euros mais la plupart, maintenant, c'est des trucs transparents, tu vois. Ok. Et donc, ce qui fait qu'on s'est fait défoncer la review. J'ai dit, bon, bah, en fait, on s'en sort pas, on n'y arrive pas. Du coup, je rage un peu quand je vois ceux qui vendent 2 millions par mois en me disant, bah, si j'avais un peu moins d'éthique, ça pourrait être nous, quoi. Et honnêtement, si je pense que si ça a été 10 ans, peut-être j'aurais continué à vendre. En mode, mais là, je me dis, toi, j'ai pas un impératif financier qui fait que c'est nécessaire. Et que aussi, en plus, vu que j'étais moi-même consommateur, moi-même, je lui ai sorti un grand somme, tu vois. J'ai senti le truc de te dire, tu penses que c'est peut-être pour ta muscu, pour la forme et autres, tu veux prendre la créatine, tu vois. C'est un truc important pour toi. Et en réalité, il n'y a pas de créatine dedans, tu vois. Donc, voilà, c'est un peu le résumé de la situation. Et donc, maintenant, on n'en vend plus actuellement. On a décidé de casser. Je pense quand même qu'il y a quand même la place pour quelques marques réputées de gens qui sauront. Et à terme, peut-être que ça va devenir un peu une connaissance de base, de savoir qu'en fait, les gummies qui ont de la créatine, si elles ont bon goût, c'est pas des vrais gummies. Mais t'as le problème les gummies, c'est un gros problème parce que c'est quand même plus compliqué à analyser que les suppléments. Parce que les suppléments, c'est littéralement, t'as juste la poudre de je sais pas quoi dedans. Donc, c'est plus facile à analyser. Même pour une personne random. Tu vois, si tu fais analyser des gummies, ça coûte vite 1000, 2000 euros. Et un mec random, il va pas se faire chier à faire tester son truc. Euh, et notamment, tu as tout ce qui est aussi les gummies ashwagandha, par exemple, c'est un autre problème. C'est que l'ashwagandha, fondamentalement, c'est un mauvais goût, tu vois. Donc, plus tu mets d'ashwagandha, plus ça a un mauvais goût, plus tu fais défoncer un review, tu vois. Moins tu mets d'ashwagandha, potentiellement en allant jusqu'à zéro, plus ça a un bon goût, plus les gens vont être contents, tu vois. Donc, t'as ces marchés-là où, en tout cas sur Amazon, tu peux. Et le dernier point par rapport à ça, c'est que tu pourrais dire pourquoi Amazon ne fait rien, tu vois. Euh, Amazon, ils font rien parce que eux, leur priorité, c'est la sécurité, en fait. En gros, tant qu'un supplément n'est pas dangereux en tant que tel, qui est vraiment le contenu qui est promis, c'est pas si grave. Eux, ce qu'ils veulent éviter, c'est que mais ça casse un peu leur réputation quand même. Un peu. À un point où tu pourrais dire, à un certain point, ils peuvent prendre action parce que ça casse un peu la réputation de ok, j'achète un produit sur Amazon. En fait, je me rendais pas compte que sur Amazon, les gens ils peuvent entièrement me mentir en me disant qu'il y a de la créatine alors qu'il n'y en a pas. Il y a quand même marqué sur l'étiquette, il y a 5 grammes de créatine. Tu vois, c'est pas. À la limite, la lumière bleue, techniquement, tu files de la lumière bleue et tu n'as peut-être pas marqué exactement le spectre que tu filtres et personne ne sait le voir. Tu vois, mais si tu as marqué un nombre de grammes, tu vois, je pense qu'à un certain point, Amazon peut se dire que ça vaut pas le coup, tu vois, de casser leur réputation pour. Un peu. Pour ça. Et ce qu'il pourrait faire, je pense. Alors, il y a deux choses qui sont intéressantes déjà. C'est qu'en fait, on n'est pas les seuls à avoir fait cette courbe de 4.3 à 3.2. Il y a eu un concurrent notamment qui s'appelait Finbi, qui pendant un moment, lui, il a encore plus porté ses couilles parce qu'il faisait 1 à 2 millions par mois de revenus. Donc, vraiment un truc colossal. Je pense facile 500 000 euros de profit par mois. Et eux aussi, ils ont changé leur formulation pour un truc avec de la vraie créatine et ils se sont fait défoncer. Et je pense en fait, ce qui s'est passé à mon avis, c'est qu'en moment, ils sont devenus tellement gros qu'ils se sont dit, putain, ça commence à devenir un peu problématique, tu vois, que. Enfin, je sais pas. Mais ce que pourrait faire Amazon, effectivement, c'est un programme où, en gros, et je pense que vous pouvez même faire payer les vendeurs, honnêtement. Si tu dépasses un seuil de vente, eux-mêmes, ils envoient ils prennent de l'entrepôt Amazon et ils envoient chez un labo pour faire tester. Et du coup, aussi, ça peut être un service qu'ils te vendent d'ailleurs. Ils pourraient vendre ça en tant que service. Ils pourraient te vendre, on te prend un sample random enfin, une unité random dans notre entrepôt, donc c'est très difficile de tricher en tant que tel. Et on le fait tester, et après on l'affiche sur votre listing même, tu vois. Ça pourrait être un service qui vendrait et qui serait assez légitime. Parce que tu regardes, moi je connaissais pas tout ce truc des labos. En fait, il dit ok, il te montre un certificat du labo et tu es censé avoir un QR code que tu peux scanner et tout. Mais en fait, il y a aucun moyen de retracer d'où vient le sample. Donc en fait, le sample, tu pourrais quasiment envoyer ton concurrent qui a de la créatine et tu rigoles, mais c'est impossible. Il n'y a rien qui. En plus, tu vas limite prendre du concurrent, tu mets dans ton packaging, tu envoies, ils testent, ils disent c'est bon quoi. Donc du coup, tu es assez pessimiste sur la valeur de pouvoir éduquer le consommateur là-dessus. Tu penses pas qu'avec le temps, finalement, voilà, parce que c'est une catégorie qui est nouvelle, mais en fait, au bout de quelques années, les gens savent, il y a des marques qui pop, et en fait, ceux qui ont tenu, ils peuvent survivre. Si, je pense, ils peuvent dominer à la fin.
Create, je pense qu'ils vont très bien se sortir, à mon avis, sur le long terme. Mais par contre, du coup, c'est un travail différent de juste lancer un produit sur Amazon, ce qui est notre spécialité quand même. Du coup, il faut éduquer. Par contre, genre de marque comme Create, il devrait faire un partenariat avec ce gars-là. Alors, ce gars-là pourrait avoir un peu peur parce qu'il y a des questions de réputation. Mais Create, depuis le début, ils dénoncent. Eux, ils ont publié leurs résultats publiquement depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il y a quelques marques qui vont tirer leur épingle du jeu. Et après, honnêtement, le marketing d'influenceur, tu vas voir des youtubeurs avec ça et tu leur dis, je te sers le truc sur un plateau. Lui, il a fait ça, mais il y a 30 youtubeurs qui peuvent exactement copier cette vidéo, copier cette idée. Tu dis, on va te payer les tests et tout. Et en fait, ils savent que c'est un banger garanti parce que c'est une arnaque voilà, sur un truc. Tu vois. Je pense qu'il y a un truc de marketing d'influenceur qui peut être pas mal. Mais le truc qui n'est pas résolu, c'est le goût en fait. C'est fondamentalement, moi je préfère me prendre 5 grammes de créatine en poudre d'un coup comme ça, que en fait bouffer ces putains de gummies qui sont dégueulasses quoi. Donc la question c'est est-ce que tu pourrais juste mettre un quart de gramme de créatine dans le gummy et en fait il faut juste que tu en manges 20. Tu pourrais, mais qui veut manger 20 gummies quoi. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien bouffer des bonbons et si tu leur dis que tu vas en manger 20 et qu'en plus il n'y a pas de sucre et que tu auras toute ta créatine, why not, tu vois. Non, par contre, l'autre chose qui est, mais je sais pas à quel point ils ont lancé là-dessus, c'est que je sais qu'ils arrivaient encore à affiner de plus en plus la poudre. Et donc ça, c'est aussi un autre impact positif, quoi. C'est que du coup, t'as pas ce truc sableux. Et une fois que c'est très affiné, pour aussi rajouter dans les... Moi, un truc qui, je pense, ça va arriver, c'est sûr, dans les... Comment ça s'appelle les barres, quoi. Les barres protéinées, boum, tu fais un peu de créatine dedans, les gens sont très contents, quoi. Donc je pense que c'est un autre truc qui va arriver, ça, potentiellement, comme catégorie dans les années qui viennent. Ouais. Et de façon générale, je pense, vu que la créatine gagne beaucoup en popularité, vu que tu as de plus en plus de boissons, et ça, les créatines de boissons, tu conserves pas mal de boissons, même de gâteaux, de cookies à la whey ou autre, fort en protéines, je pense que ça va arriver aussi avec la créatine. Quoi. Parce que ça, par contre, c'est un truc intéressant, c'est que vraiment la créatine, elle connaît un essor énorme pour plusieurs raisons. Alors, il y a un truc assez marrant, c'est qu'aussi, on les a pas copiés au final, mais il y a, il y a un truc de créatine gummies qui sont très bien. C'était en fait de la créatine spécialisée pour les fessiers. Donc en fait, il y a beaucoup de femmes qui avaient peur de qui n'aimeraient pas l'idée de prendre la poudre de créatine, c'est un truc bodybuilder. Et du coup, elles achetaient ces gummies, en forme de fesses d'ailleurs, qui étaient censées travailler que sur les fessiers, tu vois. C'est créatine qui allait directement aux fesses. Et donc, en fait, ce qui est sur la créatine, c'est du coup, tu as des nouvelles démographies, tu as les femmes, pour l'aspect, en fait, ça peut être d'avoir plus de forme, machin truc. Faire un peu de... Et aussi, maintenant, il y a beaucoup l'aspect cognitif qui est discuté sur le fait que la créatine, ça améliorait ça. Et même mais il faut prendre une quadruple dose. Ils disent prends 20 grammes de créatine par jour pour booster ton cerveau et tout. Parce que les 5 premiers grammes, ils vont dans les muscles, donc il faut encore monter la dose. C'est ça. Et même apparemment, pour tout ce qui est sport de combat ou sport de choc, et donc c'est pas le même truc football américain, même pensez-moi football avec le fait d'utiliser la tête avec les ballons, ça apparemment, et c'est assez logique vu que ça augmente ton taux d'eau, ça protège ton cerveau un peu plus, quoi. Donc il y a d'autres bénéfices qui sont en train d'être découverts. Donc je pense que de façon générale, le marché va encore grossir, quoi. Je voulais raconter vite fait l'histoire de l'auteur le plus fake d'Amérique. Est-ce que tu as entendu parler d'un mec qui s'appelle Robert Stanek? Je crois pas, non. C'est étonnant parce que t'es pile dans la bonne démographie. C'est un mec qui était énorme dans tout ce qui était Heroic Fantasy dans les années 2000. Sur son site, il y a marqué qu'il a fait plus de 100 millions de ventes. Il avait des milliers et des milliers de reviews sur Amazon. Il avait des forums entiers de fans. Et dans les forums, les mecs, ils discutaient qui allait... Parce qu'il y avait une annonce que son livre allait être adapté en film. Ils discutaient d'une possible adaptation au cinéma et tout. Là, il y avait tout un... Voilà, c'était un mec que tu pouvais chercher sur Google. Tous les sites parlaient de lui. Il avait des sites de fans et tout. Et tout était entièrement fake. Il avait créé un univers incroyable avec des milliers de reviews, des sites qui parlent de lui. Il avait des forums qui parlaient de lui. Et en fait, il animait tous les comptes. Et il a fait ça pendant plus de 10 ans. Il est encore actif aujourd'hui. Il y avait des trucs qui sont incroyables. Par exemple, quand il sort un livre, il est recommandé par différents auteurs qui ont des livres, qui ont des noms qui ressemblent à des auteurs connus, mais c'est pas exactement le même nom. Mais tu vois, tu pourrais, en regardant YouTube, tu pourrais croire, tu vois, que c'est Isaac Asimov, mais en fait non, c'est pas exactement Isaac Asimov, c'est un autre. Tu vois. Qui est mort d'ailleurs. Il a changé quelques trucs. Et en fait, ce qu'il avait fait, c'est que ces auteurs-là, ils existaient vraiment. Donc en fait, il écrivait des livres sous des pseudonymes pour ensuite les publier sur une maison d'édition que lui, il avait créée, pour ensuite pouvoir, sur ses propres livres, dire ça a été recommandé par telle personne, auteur de XYZ, c'est auteur de machin, mais tu sais jamais le livre qu'ils ont écrit. Mais tu crois reconnaître le nom du mec. Et donc, c'était des vrais auteurs que lui avait créés pour derrière pouvoir recommander ses livres et pouvoir faire des blurbs. Malheureusement, tout ce montage, moi, ça m'aurait fait trop kiffer si ce mec-là, il était devenu vraiment auteur best-seller et si ça l'avait fait percer, tu vois. Le problème, c'est qu'apparemment, ces livres, ils étaient vraiment nuls. Il y a un YouTuber que j'ai regardé qui parlait de ce mec-là.
et qui est choqué un peu, tu vois, que ce soit pas de l'IA. Il dit, mais non, mais c'est sorti en 2006, il n'a pas pu utiliser GPT-3 pour l'écrire, quoi. C'était trop tôt. D'ailleurs, apparemment, maintenant, il est toujours actif. Il a toujours énormément de sites. Donc, si tu cherches Robert Stanek sur Google, et tu vas trouver normalement un Substack qui parle de ça et quelques Reddit. Mais en fait, principalement des sites de fans, en fait. Il a plusieurs profils Instagram, il a plein de sites de fans que lui, il a créé. Donc, il est toujours là et il est toujours en train de monter cette petite fanfiction, cette petite auto-fanfiction qu'il est un des auteurs les plus vendus d'Amérique. Tu vois. Il y a quand même un mec qui dit sur son LinkedIn aujourd'hui qu'il a sorti 250 livres, qu'ils ont été traduits en 57 langues, vendus dans plus de 100 pays et lus par plus de 20 millions de personnes. Il est descendu de 100 millions, quoique 100 millions de dollars ou 20 millions de livres. Ça match un peu. Et un truc assez incroyable d'effort et de persévérance. Tu vois. Le mec, pendant 20 ans, qui a construit son truc. Aujourd'hui, apparemment, ses livres sont un peu meilleurs puisqu'il les écrit avec l'IA. Donc, ils sont un peu meilleurs, mais voilà, il est toujours là. Et le mec qui faisait une vidéo YouTube sur lui avait une idée intéressante de dire ce gars-là, en fait, il devrait faire un espèce de pivot à la Catch Me If You Can. En fait, il devrait assumer son truc parce qu'il il devient petit à petit une figure un peu culte dans certains recoins d'internet, tu vois. Où en fait, s'il avait fait ça à petite échelle, s'il avait écrit, tu vois, quelques fake reviews, ça aurait fait un peu pitié. Mais de le faire pendant des années, à un moment donné, ouais, l'échelle du truc est juste dépasse tout. À un moment donné, bon, ces reviews, ces fake Et tu reviews ont penses été que bannis c'était fait de d'Amazon. façon un peu triste ou c'était de façon vraiment un peu escroquerie, toi? Est-ce que c'est juste que, tu sais, il a commencé à vouloir un peu, tu vois, à se répondre, il a posté sur un forum, personne n'a répondu, il a créé un second compte en disant, pourquoi, moi j'avais fait ça à l'époque j'avais un site qui s'appelait, j'avais un site sur League of Legends, et du coup, sur le forum jeuxvideo.com de League of Legends, je créais un post, et après j'avais 5-6 pseudos, et ils argumentaient, et après t'as d'autres Excellent, ça. personnes qui rentraient, et après t'as des dizaines de discussions qui partaient, qui étaient devenues organiques, mais moi c'était assumé, c'était juste, ouais, je voulais avoir du trafic, j'allais sur mon Google Analytics, je voyais, putain, 37 personnes en live sur mon site, c'est incroyable, j'allais sur AdSense, je voyais, putain, 43 centimes, ça s'arrête plus, mais moi c'était un peu assumé, quoi. Lui, je sais pas à quel point, toi, comment il est À mon rentré avis, ça doit là-dedans, quoi. forcément être... parce que En gros, est-ce qu'il est financièrement, fou ça a ou... jamais marché pour lui. Il a pas fait des ventes. Et après, tu vois, si tu veux, c'est une arnaque qui n'a pas de sens. Et si tu fais ça juste pour la thune, quand ça marche pas après un an, tu abandonnes, tu vois, tu continues pas pendant des années parce que Parce que toutes c'est ces reviews, important. elles ont Pour été toi, il a pas bannies. gagné d'argent. Pour toi, là-dessus, en fait, il en vendait pas tant que ça au final. Il a vendu très peu de livres, en fait. Il a fait très peu de vraies ventes. En gros, il regarde, tu sais, sur les rankings Amazon, et le mec, il est censé avoir fait 20 millions de ventes. Et tu vois, en fait, non, il vend un livre par an. Effectivement. Genre, très, très peu. Effectivement. Euh, donc, a priori, c'est un gars, je sais pas, qui a eu un fake it till you make it et qui s'est. Peut-être que tu vois, c'est un mec qui voulait raconter des histoires et tout. Et finalement, l'histoire qu'il a racontée, c'est l'histoire de Robert Stanek, auteur best-seller. À côté, lui, la manière dont il gagnait sa vie, c'est qu'il écrivait des bouquins techniques. Donc, il avait un vrai éditeur, il écrivait des bouquins techniques sur les outils de la suite Microsoft, en fait. Genre, tu vois, comment. Enfin, des trucs vraiment pointus, même, tu vois, même pas Excel et tout, des trucs SQL de Microsoft, ce genre de délire-là. Et donc, il avait, je sais pas, ouais, un gars qui est parti dans un délire et qui a pas su s'arrêter et qui continue encore aujourd'hui à maintenir cette histoire-là, tu vois. Et aujourd'hui, tu vois, il y a une vidéo, la vidéo dont je te parle, elle a fait 600 000 vues, tu vois, elle est sortie peut-être il y a un an ou deux. Mais sur son LinkedIn, il est encore à annoncer ses nouveaux livres qui sont sortis, à dire voilà, qu'il a vendu 20 millions de livres et tout. Il a jamais plié à la réalité consensuelle des normies comme nous qui n'ont pas compris en fait la réalité. Sur LinkedIn, son job, c'est auteur chez auteur. Ouais. En plus, il a des enfants, comme il a réussi à avoir une famille. Ouais. Post-auteur, entreprise auteur, ouais. Mais même, il dit qu'il a écrit depuis plus de 40 ans. Mais je pense il doit avoir pas beaucoup plus de 40 ans, tu vois. Donc, comme on dit, c'est un truc du. En fait, il exagère tout, en fait. Je pense qu'il il a appris à écrire quand il a 6 ans en CP. Il a 46 ans. Donc, maintenant, il dit qu'il a écrit depuis plus de 40 ans, quoi. Oh, c'est incroyable. Ouais. Donc, ouais, je trouvais le personnage assez intéressant. Et finalement, en fait, tu vois, il y a un côté assez touchant. Et le mec, dans la vidéo, était en mode viens sur ma vidéo, mec, tu vas devenir un personnage culte et tout. Au final, tu vois. En fait, je pense que
si tu fais une arnaque comme ça et que en fait, finalement, personne n'est vraiment piégé, tu vois, personne se sent nécessairement lésé, c'est juste un truc fascinant, une bizarrerie d'Internet, je pense que ça pourrait vraiment marcher, il pourrait faire un pivot. Après, je sais pas comment il pivoterait vers un truc où il gagnerait de l'argent, mais maintenant, je pense qu'il gagne pas d'argent, donc il pourrait pivoter vers un truc, en tout cas, où il a une popularité, assumer un peu ce second degré. Voilà. Il pourrait devenir un mème vivant, Je me demande à quel point c'est juste un menteur compulsif. Parce que par exemple, si tu regardes sa photo, probablement. toi, il a l'air d'avoir genre 35 ans. Il dit qu'il a servi dans l'armée, il était en Asie, il a vécu au Japon, qu'il a fini son premier roman en 1986, donc genre 20 ans à l'époque, en Alors, 66. Il y a zéro chance qu'il ait 60 ans. je suis encore sur son profil LinkedIn, je sais pas s'il a 35. Je pense que son profil LinkedIn, il a à peu près la quarantaine. Et c'est une photo qui date d'il y a 5-8 ans, quoi, je pense. 5-8 ans. Mais Notamment là, parce il qu'il aurait. il est Ouais. avec ses enfants sur son profil LinkedIn, ce qui est d'ailleurs une décision particulière. Mais il me semble que ses enfants sont plus grands que ça, tu vois. Ils ont, Ok. donc la photo est un peu ancienne. Apparemment, il était vraiment dans l'armée quand il a dit qu'il était dans l'armée, parce que ça, c'est un fait qui est vérifiable. Ok. Mais c'est toute sa carrière d'auteur, apparemment, qui est. Mais du coup, ça Voilà, fait beaucoup plus que qui est 10 ans qu'il fabriquée. fait ça pour le moment. Ça fait plutôt 20-25 ans Bah, qu'il maintient c'était ce. dans les années 2000 que c'était vraiment à son sommet, quoi. Quand il avait Ok. des milliers de reviews sur Amazon. En gros, sur Amazon, il avait la moitié des reviews de Harry Potter. Enfin, un truc comme ça, tu vois. Ok. L'échelle du truc était vraiment démentielle. Après, il lui a retiré ses reviews parce que je pense qu'à un certain point, c'était flag. C'était un peu la créatine de l'époque, quoi, tu vois. Ça leur a pris du Non, je temps pense que ce qui s'est passé, à mon avis, c'est qu'à une d'attaquer, mais... époque, Amazon, tu pouvais laisser des reviews même si tu n'as pas acheté le produit. Et à un moment, tout ça, tous ces reviews-là qui sont pas verified, ils ont toutes Ouais, jarté d'un coup. ok. Et en fait, je pense à l'époque, il les écrit lui-même probablement. En fait, tu pouvais Mm. écrire ce que tu voulais. Et qu'après, ils ont juste jarté d'un coup. Ouais. Parlons de la Thaïlande et du désastre qui nous arrive bientôt. C'est ça. Est-ce que tu étais déjà au courant que la Thaïlande, c'était le second pays avec le plus bas taux de fertilité au monde? Juste derrière la Corée. Je savais que c'était très bas, mais je savais pas que c'était aussi mauvais que ça. C'est fou hein, comme ça. Attends, Ouais, ils sont arrivés à 1 ou 1,1 des deux ok. par femme. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les années 60, ils étaient à 6. Donc, tu vois, t'imagines, en 60, c'est de 6 à 1. Donc, un des plus. Enfin, au moins, à l'époque, c'était assez courant dans le monde, mais c'est quand même extrêmement élevé. Euh, et l'autre chose intéressante, c'est qu'en fait, il y a une chute progressive naturelle que quasiment tous les pays ont eu. Et en fait, il y a un second gros à-coup. On va dire. Il y a post-Covid, mais c'est pas post-Covid, c'est plutôt à partir de 2016-2017, qui coïnciderait probablement avec l'arrivée des smartphones et des réseaux sociaux de façon un peu plus intensive. Euh, et ce sujet, je le trouve toujours intéressant parce que je pense qu'il y a une énorme incompréhension sur les causes et les conséquences de ça. Euh, et généralement, quand tu parles un peu du déclin démographique et que ça va trop vite, tu as deux réponses, généralement. C'est un que, bah, de toute façon, il y a déjà trop de monde sur la planète, donc tant mieux, on est trop. Et je pense que j'en comprends pas, c'est que dans tous les pays du monde, il y a un système de retraite. Soit il est formel, comme en France, un système de retraite par redistribution, je crois. Non, c'est répartition, un des deux. Euh, et que ça se base fondamentalement sur une pyramide d'âge. Et après, tu as tous les autres pays qui n'ont pas vraiment de système de retraite, mais c'est pareil, c'est la pyramide d'âge. C'est que tu as plusieurs enfants, et après, ils soutiennent leurs parents quand ils deviennent grands-parents, ainsi de suite. Tu as toute cette logique qui se tient. Même le système de santé, en France, c'est basé sur ça. C'est en fait, je sais plus les stats, mais c'est un truc absurde du style, plus de la moitié des dépenses qu'on va attribuer en termes de santé sur quelqu'un, c'est sur les 6 derniers mois de vie, en fait. Parce que c'est là que ça devient de plus en plus intense, généralement. Donc, en fait, toute l'aide est quand même concentrée beaucoup sur les personnes qui sont plus âgées. Et donc, mécaniquement, si tu prends un calcul très simplifié, si tu as deux actifs pour un retraité, bah, si chacun cotise par exemple 500 euros par mois, bah, tu auras le retraité pour avoir 1000 euros. Dès que tu as un actif pour un retraité, ça commence à casser, ainsi de suite. Et là, en France, je ne sais pas combien on est, mais on est déjà au moment où on se dit, putain, ça va pas tenir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont aussi. Tous les gouvernements essayent autant de mettre en place une augmentation de l'âge de la retraite, parce qu'en fait, du coup, tu as le mécanisme qui fonctionne de deux côtés, quoi. C'est quand d'un côté, tu cotises plus longtemps, et de l'autre, tu reçois de l'argent moins longtemps, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est quand même. Ça serait un impact très fort. Et aussi, je pense que les gens ne comprennent pas aussi que avoir un taux de fertilité comme en France, d'ailleurs, on a de 1,8, en réalité, c'est pas si problématique. C'est quand tu rentres dans des trucs comme la Thaïlande ou encore pire, la Corée. Les Corées sont à 0,7. 0,7, c'est-à-dire que en fait, tu divises par 3 la population, enfin, chaque génération, en gros. Ce qui fait que une personne maintenant aura 3 fois moins d'enfants, qui aura 3 fois moins d'enfants, et ainsi de suite. Et en fait, tu passes à un truc potentiellement, si on considère que les gens ont des enfants à 25 ans, ce qui n'est pas vraiment précis, mais en gros, potentiellement, tu aurais 27 fois plus de personnes de 75 ans que de nouveau-nés
en Corée dans 50 ans et quelques. Et donc, c'est vraiment un truc très violent, en fait, que je pense qu'on peut facilement sous-estimer. Et l'autre généralement, réponse des gens, c'est qu'en gros, tout ça, c'est se régler si les gens avaient plus d'argent, en fait. C'est que les gens n'ont pas les moyens d'avoir des enfants et c'est ça qui les bloque. Honnêtement, c'est un argument qui est toujours un peu débile parce que, encore une fois, dans les années 60, tu avais 6 enfants par femme en Thaïlande. Les gens roulaient pas sur l'or à l'époque. Tu as aussi le fait que les assistants, il y a pas le gouvernement, notamment Singapour, la Corée du Sud, qui ont essayé de mettre en place des aides financières pour les enfants et qui n'arrêtent pas de les monter. Et ça a un effet, hein, mais c'est un effet négligeable. Tout le monde de 0,05, enfin c'est très faible. Euh, et si tu prends un pays comme la Corée du Sud, moi je suis jamais allé, mais de ce qu'on me dit, c'est quand même, tu as beaucoup de femmes coréennes qui se baladent tous avec des sacs Louis Vuitton, avec 50 000 euros de chirurgie plastique. Donc c'est pas fondamentalement vraiment l'argent qui est le facteur déterminant, je pense. Et donc en termes de... J'ai un truc sur la Corée avant de passer aux causes. Vas-y. Donc la Corée, a priori, a un énorme problème de relations homme-femme, en fait, où tu sais, il y a un truc où ils savent pas s'ils sont encore dans un système traditionnel, où il y a un truc de féminisme qui arrive, et en fait, personne ne sait comment se positionner. Apparemment, il y a une énorme fracture entre les deux, et ils n'arrivent plus à... Est-ce que tu as déjà vu le graphe où ils disent justement les opinions politiques des hommes et femmes coréennes? Et en fait, les hommes coréens n'ont pas bougé depuis 20 ans. Donc en fait, ils sont restés pareils. Et les femmes, par contre, elles sont beaucoup plus progressistes. Et donc, effectivement, tu as un gouffre Ce qui est aussi énorme le cas maintenant. aux US d'ailleurs. Ce qui est le cas dans tous les pays du monde, mais la Corée, c'est encore plus énorme, Ok. quoi. Donc il y a un exemple particulier sur la Corée que je trouvais très drôle. Donc apparemment, il y a un grand mouvement d'incel en Corée. Donc de mecs qui n'arrivent pas à trouver une copine et tout. Et ils ont une énorme théorie du complot qui a fait plier des campagnes de pub officielles du gouvernement, des énormes marques, etc. Il faut que tu penses à un backlash du niveau de MeToo, tu vois, qui est capable de faire plier une marque sur un truc, c'est pas approprié, etc. Sauf que ce backlash, c'est par des hommes. Et ce qu'ils pensent, c'est que donc là, les gens verront pas, mais en gros, je te montre un signe avec mes doigts où tu mets tes 2 doigts comme ça, et ils pensent que c'est une insulte pour se moquer de leur petit pénis. Et donc, dès que dans une pub, ou dans un film, ou dans un média, quelqu'un fait un geste où il approche ses 2 doigts comme ça, ils voient ça comme étant un message subliminal qui sert à se moquer des hommes qui ont un petit pénis. Et c'est des mecs qui se sont organisés à l'échelle nationale en Corée et qui ont été capables de faire imagine Nike, Ils vont manifester aussi. Non, en ligne et tout. Des pubs qui ont été retirées et des excuses. Genre, il y avait, je crois, une campagne de recrutement, genre de l'armée, tu vois. Et ils ont dû retirer la pub et s'excuser parce que ces mecs-là se sentaient insultés. Et ils pensent qu'il y a une théorie du complot. Ouais. Et il y avait un article assez drôle d'un mec qui s'appelle Richard Anania qui écrivait un article là-dessus en disant ouais, ça montre vraiment que la Corée, ils sont baisés parce que non seulement les gars, ils se plaignent et tout, tu vois, ils arrivent pas, mais en plus, publiquement, ils se plaignent qu'on se moque d'eux pour avoir un petit pénis. Ils vont pas, les mecs, ils sont pas partis pour remonter la pente. Ça va être mal parti, tu vois. Donc, je trouve ça juste l'anecdote de la Corée incroyable. La théorie du complot de... Ouais, tu sais, c'est comme les gens qui voient le signe Illuminati partout, mais en 10 fois pire. Voilà. Et effectivement, un truc aussi que la Corée du Sud a, et d'ailleurs que Singapour a, qui aussi potentiellement affecte encore négativement le taux de fertilité, c'est en fait le fait qu'ils aient des services militaires pour les hommes. Ce qui fait que les hommes prennent 1 ou 2 ans de retard, en fait, dans leur carrière. Et donc sont toujours en retard professionnellement par rapport aux femmes. Et donc c'est une problématique encore qui peut jouer. Et aussi une forme d'injustice un peu. Parce qu'en réalité, maintenant, dans ces services militaires, tu fais pas grand-chose de très physique. Et donc le fait que... Je me rappelle, ils avaient fait un sondage, je sais plus si c'était un sondage, un référendum, mais je pense que c'était un sondage à Singapour, où ils avaient demandé à la population, en gros, est-ce qu'on devait maintenir le service militaire, tu vois. Et en gros, les hommes, ils avaient dit non, et les femmes, elles avaient dit oui, tu vois. Ce qui est un peu bullshit. Tu sais, c'était... c'est pour faire un truc du genre, les hommes peuvent pas voter sur l'IVG ou sur l'avortement, mais les femmes peuvent pas voter sur le service militaire, tu vois. Si t'es pas affecté directement, peut-être que tu devrais pas avoir d'avis, quoi. Mais du coup, on vient un peu aux vraies causes. Donc, là, je pense que c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment plein de trucs qui s'additionnent. Forcément, il y a un aspect insimplant dans les mentalités. Je pense que de façon générale, le monde est de plus en plus individualiste et un peu les enfants, c'est vu comme une contrainte qui enfreint ma liberté personnelle. Un autre truc aussi, je pense, qui est intéressant, c'est un peu une mauvaise compréhension de la biologie. Je pense souvent, quand tu parles à des gens et des femmes, y compris à des femmes, j'ai certaines femmes qui m'ont dit ouais, moi je regarderai les enfants quand j'aurai genre 35 ans, tu vois. Et tu sais, t'as pas envie de lui dire, mais en fait, certes, tu peux avoir des enfants à 35 ans, toi, ça peut se passer,
mais ça va être plus dur de tomber enceinte. Il y a un plus gros taux de fausses couches, il y a plus d'enfants prématurés, il y a plus de maladies, plus d'autisme, plus de ce que tu veux, toi. Et qu'en réalité, si tu veux avoir des enfants, déjà 30 ans, ça commence à être un peu plus compliqué. C'est encore une fois, il y a plein de femmes d'enfants, mais il faut s'attendre à ce que ce soit un peu plus compliqué, tu vois. Et du coup, les gens se retrouvent un peu à 6 mètres tard, et après, il y a un peu le côté sprint, tu vois. Et donc après, il faut faire il faut passer par une vitre autre, et c'est encore un autre truc, quoi. Un autre truc aussi qui est purement factuel, qui n'est pas un jugement de valeur, c'est que la contraception et l'IVG, ça a forcément un impact. T'imagines la Terre dans les années 60, ça n'existait pas. Et donc les gens se mettaient en couple et après ils avaient des enfants de façon assez naturelle sans que ce soit forcément une vraie décision, quoi. Et forcément, dès que tu as la contraception qui est en place, tu limites ça. Et à ce niveau-là, il n'y a pas une histoire de si tu es fermier, tu as quand même pas mal, pas mal d'enfants pour pouvoir bosser et tout. Et c'est un peu ton plan de retraite. Versus si tu travailles, je sais pas, en Thaïlande dans le tourisme, tu vois, c'est pas la même. Tu peux pas faire travailler tes enfants parce que ça choque les touristes. Si tu as des enfants de 12 ans. En fait, c'est là où je viens et ça, c'est intéressant. C'est parce qu'en fait, l'aspect financier, je pense qu'il est mal compris. En fait, c'est pas tellement que toi, avoir des enfants, ça va déterminer l'argent que passent tes enfants. C'est par contre, tu as effectivement un calcul qui se fait, c'est qu'en réalité, notamment si tu veux vraiment bien t'occuper de l'enfant, ça va coûter plus cher maintenant qu'il y a ce sont de talent. Dans ce temps, tu le laissais dans le village faire ce qu'il voulait et puis il te cassait pas les couilles, quoi. Tu n'avais pas besoin de les gérer. Et aussi, effectivement, tu comptais sur un rendement, tu vois. Déjà, ils commençaient à travailler plus tôt, donc ils commençaient à te rapporter de l'argent plus tôt. Tu vois, ils n'allaient pas faire des études de sociologie jusqu'à 28 ans, tu vois. À 15 ans, ils bossaient les champs et même plus tôt. Et effectivement, tu disais à la retraite, ils vont être efficaces. C'est vrai que tu allais dire à 15 ans, ils bossaient à Auchan. Auchan. Aussi, à l'époque, tu bossais à Auchan. Non, mais effectivement, le calcul... en Thaïlande. non, mais c'est vrai, maintenant, quand tu as des enfants, c'est purement un coût. Tu acceptes qu'en fait, nous, on ne s'attend pas vraiment à ce qu'il y ait quelque chose qui revienne plus tard, tu vois. Alors qu'avant, tu avais quand même ce calcul-là qui était assez clair, quoi. C'est que les enfants étaient probablement plus à la maison, étaient moins difficiles à gérer en tant que tels, et ensuite, plus rapidement, ils pouvaient être rapportés. Et dans beaucoup de cultures, et d'ailleurs, c'est encore le cas en Thaïlande, et c'était un autre truc, c'est que c'est attendu à ce que les enfants, dès qu'ils commencent à travailler, ils reversent une partie de leur argent à leur famille, tu vois. C'est un truc standard. Philippines, c'est pareil. Il y a plein de pays où c'est encore pareil, quoi. Est-ce que tu as vu le film thaïlandais qui a eu le plus gros box-office à l'étranger de tous les temps? Non, c'est quoi? Ça s'appelle How to Make Millions Before Grandma Dies. Donc, comment faire des millions avant que mémé crève. C'est sur Netflix, en tout cas chez nous il est sur Netflix, je sais pas s'il y est en France mais en Thaïlande il y est. Et du coup c'est assez intéressant parce que bon, déjà c'est le film thaï qui a le mieux marché, qui a fait le plus gros box-office à l'international en dehors du pays. Il a très très bien marché aussi dans le pays. Et c'est un truc sur les relations familiales. Essentiellement ce qui se passe c'est que tu as la grand-mère qui est vieille et qui est malade, qui possède son appartement. Et t'as ensuite les 3 enfants qui vont un peu se battre pour savoir qui va avoir l'héritage, tu vois, qui sont middle age, qui ont 50 ans, quoi. Et après, tu as le petit-fils qui a 23 ans et qui est un peu un loser qui fout rien de sa life et qui fait que des lives sur Twitch pour 4 viewers. Et du coup, le principe du film, c'est que il va du coup, il apprend que sa cousine a hérité de la maison d'un autre grand-père parce qu'elle s'était occupée de lui pendant ces derniers jours. Et il se dit, tiens, je vais faire la même, je vais m'occuper de ma grand-mère, comme ça, elle va me léguer la maison. Mais tu vois un peu, en fait, que la génération de ses parents, donc ceux qui ont 50 ans, ils sont encore dans un mindset très traditionnel, genre, il faut que je m'occupe de ma mère et tout, c'est mon devoir. Après, bon, ils sont aussi là un peu pour l'héritage. Mais la manière dont, en tout cas, le film le montre, c'est que la génération d'en dessous, des gens qui ont aujourd'hui 25, en fait, ils sont plus du tout là-dedans. Et que la seule raison pour laquelle ils iraient faire ça, c'est pour la thune, quoi. Et naturellement, du coup, ils projettent la même chose. Ils se disent, bah, moi, si j'ai des enfants, ils auront la même perception que moi et ils s'occuperont probablement pas de moi. Ouais. Et donc, du coup, tu perds un peu cette solidarité intergénérationnelle qui existe aussi en termes de justement de s'occuper des enfants. Avant, c'était assez standard que les grands-parents aident à s'occuper des petits-enfants. C'est beaucoup moins le cas maintenant parce que les grands-parents veulent aussi profiter de leur vie, voyager et autres. Et donc, tu as un peu ce facteur-là aussi qui rentre en compte. Un truc ça, tu penses que ça, c'est un truc qui est particulier à nous parce qu'on habite assez loin de nos parents, donc forcément, ils ne peuvent pas avoir le même rôle que les grands-parents, ou tu penses que c'est plus fréquent dans la population Non, je pense que c'est plus une fréquent. Personne qui habite en France aujourd'hui, qui a des enfants, tu penses pas que... Après, finalement, c'est vrai que moi, mon grand-père, je crois, il est parti à la retraite à genre 58 ans ou quelque chose comme ça, quoi. Et aujourd'hui, les gens partent à la retraite plus tard, donc c'est vrai que potentiellement, t'es pas à la retraite quand tes petits-enfants sont nés. C'est ça, tu pars à la retraite plus tard et tu as aussi moins d'énergie. Toi, si tes grands-parents à 65 ans, 70 ans, c'est plus compliqué de t'en occuper.
Et le dernier aspect, c'est je pense qu'il y a beaucoup comme l'idée que des personnes qui veulent juste profiter de leur retraite et pas avoir à gérer un enfant constamment, tu vois. Donc tu mets tout ça combiné, ce que je fais en moyenne, je pense que c'est moins fréquent. Et après, il y a aussi de façon plus générale, les gens vivent de plus en plus séparés géographiquement, même en sein de la France. Ce qui fait que je pense que le taux de grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants a probablement baissé assez fortement. Euh, un autre aussi, ce qui est intéressant, c'est comment dire, la métrique qui corrèle le plus avec la fertilité, de façon la plus directe, c'est le nombre d'années d'études d'une femme, en fait. Je trouve ça intéressant. Et je pense qu'il y a plein de raisons à ça, mais du coup, c'est assez mécanique apparemment. Donc, quand les femmes font plus d'études, elles ont moins d'enfants. Juste parce que potentiellement, tu as un chemin de vie qui est possible, tu vois. Si tu n'as pas fait d'études, c'est un peu, bon, bah, il faut faire quelque chose et potentiellement avoir des enfants. Et tu as un sunk cost en termes de carrière aussi. C'est là, ça. quoi. Tu as quand même investi en amont, c'est plus difficile derrière d'aller abandonner ta carrière ou de sentir que tu retardes ta carrière. C'est ça. Mais après, j'ai l'impression que quand les gens disent c'est pas par rapport à la carrière, toi, c'est jamais genre ils sont en train de résoudre le cancer, toi. C'est toujours, ils travaillent dans le marketing département de chez Danone, dans le rayon yaourt, bas en matière grasse, et qu'ils ont fait gagner 1,5 points de marge à Danone. J'ai l'impression que c'est plus. S'ils partent, ils pourront pas revenir et ils vont avoir la promotion. Ils pourront jamais rien faire d'autre, tu vois. Je pense que dans ces trucs-là, tu sais, tu dis, ok, les mecs qui sont chez Danone, ils performent, enfin, ils ont pas trop de compétences, ils sont juste là, mais justement, ils ont besoin d'être dans le momentum de la machine, tu vois. Même pour nous, tu vois, si on arrivait là aujourd'hui avec pas le bon CV, avec rien, tu vois, qu'est-ce que tu vas dire au recruteur de Danone? Non, lui, il veut que tu aies checké les cases et que tu aies fait le bon parcours et le bon momentum. Et je pense que si tu le casses, ça peut être assez difficile de le récupérer. Parce que c'est entièrement ton CV et potentiellement un peu ton réseau et qui tu connais et qui va te faire pouvoir progresser sur ces éléments-là, tu vois. Et encore une fois, il y a un coût immédiat. Ouais. Et alors que les bénéfices d'avoir des enfants sont moins tangibles et moins immédiats potentiellement, quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient pas vraiment les bénéfices d'avoir des enfants et ils se disent bah qu'est-ce que ça m'apporte, hein. Et qui se disent ça va être chiant, je pourrais pas vivre ma best life et qui, tu vois, je pense qu'il y a un élément avant les gens se faisaient chier, tu vois, t'avais pas d'enfants, t'allais faire quoi de ta vie, t'avais pas vraiment de perspective, tu vois. Aujourd'hui, tu peux grinder League of Legends, tu peux tu peux voyager, non, tu peux voyager, poster des trucs sur Instagram. Je pense que t'as juste plus d'opportunités de quoi faire avec ton temps. Versus avant, ouais, t'avais moins à perdre, quoi, à avoir des enfants, je pense. Je pense que c'est un énorme mais truc. Les gens qui veulent pas d'enfants, ça reste comme une minorité, c'est ça qui est intéressant, c'est en fait le nombre d'enfants voulus. En gros, ils évolue pas aussi vite que la fertilité, en fait. La fertilité se casse la gueule beaucoup plus vite que le nombre d'enfants que les gens déclarent vouloir. Et donc, je pense la question, c'est est-ce que tu veux un autre truc plus que les enfants, tu vois. C'est là où si t'as des meilleures alternatives. Je pense qu'il y a peut-être un peu ça, mais je pense que le facteur le plus important, c'est la difficulté quand même à trouver la bonne personne à se mettre en couple. Je pense que c'est comme ça le facteur le plus problématique pour la plupart des gens, où ils n'arrivent juste pas à trouver la bonne personne, et si tu ne trouves pas la bonne personne, bon, bah, ça se fait pas, quoi. Un autre truc aussi intéressant, il y avait un article, c'est pour ça que j'ai pas réussi à retrouver, je sais pas si ça a été supprimé ou quoi, d'un mec en fait qui rageait contre Singapour, tu vois. Genre, il avait une dent contre Singapour parce que lui, son argument, et je trouve ça assez génial, c'est qu'en fait, c'était une machine à broyer du potentiel humain, tu vois. Parce qu'en fait, ce qu'il disait, c'est qu'en gros, Singapour, il attirait les meilleurs cerveaux de tous les pays autour, toi, de Malaisie, de Thaïlande, d'Indonésie, des Philippines qui allaient travailler là-bas, toi, en tant que cadre, les meilleurs. Et en gros, ils passaient de pays où ils avaient 2,5 enfants par femme à une ville où ils avaient genre 0,9, tu vois. Bah, en Thaïlande, ils sont gagnants. Et donc, il disait. Ah non. Ouais, non, ils sont toujours pas gagnants. Mais l'écart est moindre. Et son argument, c'est en gros, tu prends tous ces gens à énorme potentiel, très intelligents autres, et tu les mets dans une ville, tu les fais travailler comme des tarés, et ils n'ont pas d'enfants, et en fait, leur potentiel humain, entre guillemets, meurt, tu vois. En tout cas, ils se reproduisent pas entre eux, tu vois. C'est assez parti comme façon de voir les choses. Mais lui, son argument, c'était qu'en gros, plus ça pour grossir, plus il attire ces personnes-là, et plus il déprive en gros la région de potentiel humain qu'on pourrait appeler, du human capital, quoi, de capital humain. Mais par contre, ce qui est général, c'est qu'en fait, les villes sont fondamentalement des tueuses de fertilité. Dans tous les pays du monde, tu as un assez gros gap entre la fertilité entre les villes et les campagnes. Je pense qu'il y a, quand les gens se plaignent de manquer de moyens, je pense que c'est quand même le logement le plus gros truc.
c'est effectivement, en fait, t'as pas envie d'avoir 3 enfants dans 40 mètres carrés, quoi. C'est un truc qui affecte. Et pareil, c'est plus d'avoir des enfants, si tu peux les laisser se balader dehors. D'ailleurs, c'est un de vos bénéfices. Toi, tu vis dans un Mouban, donc c'est une sorte d'un peu de communauté fermée. C'est un des gros bénéfices, tu peux juste les laisser sortir comme ça. Et du coup, en fait, t'as agrandi ton espace vital, entre guillemets. Alors que si t'es dans une ville et qu'ils doivent rester dans un appartement H24, c'est un peu compliqué, truc quoi. qui m'a fait bouger à Chiang Mai, c'est que ma fille est née quand j'étais à Bangkok et on habitait dans le même immeuble pendant quelques années. Et en fait, il y avait une gamine qu'on voyait grandir parce qu'elle était tout le temps dans le hall en bas de l'immeuble, tu sais, là où il y a la réception. Et elle était là, elle faisait son vélo dans le hall de l'immeuble parce qu'elle avait nulle part où aller. T'as un gamin qui a un vélo à Bangkok, mec, sauf si tu habites littéralement à côté de Lumpini Taux de Park. survie, 0%. Ouais. Il est dans... Mais mec, j'essayais de courir à Bangkok dans la rue, je pensais que j'allais mourir une fois sur deux. Soit me prendre un truc, un auvent dans la gueule, parce que forcément tout est placé à 1m60 de haut, soit me trébucher sur un trottoir et tout. Bref. Donc il y avait une gamine qui était là et elle jouait tout le temps. Et je me dis en mode, ouais, bah, logique, tu vois, c'est le seul endroit où elle a un peu plus d'espace, c'est dans le hall de l'immeuble. Mais c'est un peu, voilà, c'est un peu triste, quoi, de dire, oh, on va jouer, on va dans le hall de l'immeuble. Parce que là où pour le coup, tu vois, une ville comme Tokyo où tu dis, le Japon, vous n'avez pas d'enfants, mais tout est parfaitement pensé pour les enfants. C'est un peu un paradoxe. Genre, il y a des ascenseurs partout, contrairement au métro parisien où vous voulez pas m'aider à porter ma poussette et tout. Là, il y a des ascenseurs partout, il y a des parcs partout pour les enfants et tout. Tu te dis, le ratio enfant versus truc pour les enfants, il est vraiment pas mal, il est assez favorable, quoi. D'ailleurs, il y a un article là-dessus sur un village, une petite ville au Japon où il y a quasiment aucun enfant. Et ils font vraiment tout, toi. Ils maintiennent l'école ouverte pour un enfant. Ils sont désespérés, toi. Genre, cet enfant-là, à chaque fois son anniversaire, il y a toute la ville entière qui va célébrer son anniversaire, qui lui offre des cadeaux. Et tu sais, ils posent des petites annonces dans les journaux à Tokyo pour attirer des couples avec enfants. Toi, vraiment, ils sont désespérés d'essayer à tout prix leurs enfants. Et il y en a pas, quoi. Voilà, donc, mais par contre, ouais, pour le coup, Bangkok, et là, je comprends, il y a vraiment que dalle, quoi. Et je sais pas si tu as déjà vu un parc avec des jeux à Bangkok, quoi. Enfin, tu vois, une balançoire ou un toboggan. Déjà, un parc avec de la verdure, c'est dur, mais ouais, c'est compliqué. Et un autre truc plus récent qui essaie encore d'aggraver potentiellement la fertilité, je pense, c'est les smartphones et les réseaux sociaux, où je pense qu'il y a juste moins de gens qui se mettent en couple. Et notamment, j'ai l'impression, moi j'ai le sentiment qu'en 10 ans, le physique des jeunes tailles, il a évolué, toi. Alors, il y a 10 ans, ils étaient un peu tous secs, toi. Et tous fins, que ce soit garçon ou fille, fins, secs, un peu. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu passés en mode skinny fat, tu vois. Poids plume. C'est ça. Moi, ils sont tous passés en mode skinny fat, tu vois. Ils sont toujours un peu skinny, mais ils sont un peu fat, tu vois. Et donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a une sorte de perte de vitalité. C'est ton observation sur les 10 ans où tu as habité en Thaïlande? C'est ça. C'est que j'ai l'impression qu'il y a cette évolution. Là, c'est la faute à TikTok parce qu'il y a 10 ans, tu avais quand même Internet déjà. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup moins l'accès à la data limitée. Ça, mais je pense de toute façon, là, les gens passaient quand même beaucoup moins de temps sur leur téléphone il y a 10 ans. Ok. Ce serait c'est vraiment un élément, je sais pas trop comment l'expliquer, mais tu as l'impression qu'en Asie, il y a moins de. Les gens ont moins honte de passer leur live sur leur téléphone. Il y a zéro conscience. Il y a moins de système immunitaire, tu vois. Alors qu'en France, je pense que tu es au resto et tout, tu checkes ton tel, tu dis, oh bon, les gens vont penser que je suis un no-life. Mais vraiment, en Thaïlande, c'est normal pour les gens, pour un couple, de passer le dîner entier et tu les regardes et ils sortent jamais de leur téléphone. Et je pense que cette honte, c'est un bon système immunitaire à avoir. Je pense que avoir un peu la honte que les gens te voient sur ton téléphone, c'est une bonne chose. Ça te protège un peu de toi-même. Et pour une raison ou pour une autre, en Asie, il y a pas il y a moins de stigma de prendre des photos de ta bouffe et tout. Enfin, en soi, prendre des photos de ta bouffe, je pense pas que c'est nécessairement toxique, tu vois. Mais en France, je pense que les gens auraient un peu honte. Attendez, ne mangez pas, on prend des photos. En Asie, c'est un peu obligatoire. Et ça, c'est un truc que je m'explique pas exactement, tu vois. Qu'est-ce qui fait dans la culture que c'est moins mal vu parce que... Mais je pense que ça va finir par arriver même par rapport au téléphone pour les enfants. Nous, on a un couple chinois qui travaille en boîte, ils sont office manager en Chine, et ils ont mis leur fille sur TikTok dès 2 ans, tu vois. Et tous les gamins sont... Je pense que ça va finir par arriver. Les gens vont avoir conscience, tu vois, c'est juste, il y a peut-être 5 ans de retard, tu vois. Mais je pense que, notamment pour les enfants, ça va venir. Même dans les écoles privées, tu sens quand même qu'ils font un effort pour dire non, vous inquiétez pas, on essaie de les stimuler de façon sans ces écrans. Mais par contre, ouais, il y a un mec qui était venu pour faire des travaux chez nous. Et effectivement, tu as son gamin de 3 ans qui se pointe et qui est sur son téléphone 8 heures d'affilée, quoi. Il n'y a pas trop cette conscience-là ici. Et après, mon dernier point sur les raisons, c'est un peu le sentiment général qu'on va dans le mur. Toi. Alors, certains disent que c'est des trucs comme le climat, d'autres c'est l'IA. Toi, chacun peut trouver un peu son truc.
Mais les gens se disent, ouais, je vais pas amener un enfant dans un monde qui va se casser la gueule, tu vois, ou la géopolitique, Trump, peu importe. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça affecte le choix de conscience des enfants. Mais moi, même, j'ai ma théorie que ça rend les gens moins fertiles biologiquement, tu vois. Qu'en fait, quand ils sentent. C'est l'anti-manifestation. C'est ça. Non, mais en fait, Je pense quand que ils sentent. tu devrais propager cette idée que si tu ne veux pas avoir d'enfant, dans ce cas-là, t'es infertile et t'as pas besoin de te protéger. C'est ça. Si tu répètes 3 fois, c'est quoi? Urgence climatique, urgence climatique, urgence climatique. Tu visualises. T'es bon, quoi. Mais je sais pas à quel point mais j'avais lu sur les Comanches. Et du coup, le mec, il a fait des recherches un peu sur d'autres peuples comme ça. Où en fait, quand un peuple est en train de se faire défoncer dans une guerre ou une épidémie ou autre, généralement, le premier truc, c'est que le taux de fertilité se casse la gueule, tu vois. Notamment les Comanches, à la fin, ils étaient à 0,8 enfants par femme. Alors, une des raisons aussi, c'est parce que potentiellement, les femmes passaient beaucoup de temps à cheval, donc ça peut avoir un effet. Mais l'autre théorie, c'est qu'en fait, ils sentaient que c'était la fin. Et qu'en fait, quand c'est la fin, tu dis, bah, ça sert à rien de. Toi, on se fait tous trucider les uns après les autres. Ils se de plus en plus dans un territoire de plus en plus restreint, tu vois, presque un manque d'espace d'une certaine façon, tu vois. Et du coup, naturellement, les femmes ont moins d'enfants, quoi. Donc c'est ma théorie. Si quelqu'un veut l'étudier, allez-y. Et peut-être que dans 10 ans, je pourrais revenir. Effectivement, ça a été prouvé qu'il y a un mécanisme dans le corps qui fait que quand on ne croit pas au futur, on a moins d'enfants. Et donc on passe maintenant un peu sur la prison future, tu vois. Alors déjà, ça part mal parce qu'il n'y a aucun pays dans l'histoire de l'humanité, apparemment, c'est ChatGPT qui le dit, qui a déjà réussi à faire remonter sa démographie, dans le sens augmenter son taux de fertilité de façon significative. Ouais. Et notamment, il est assez confiant sur ce statement, sur ce statut de fait. Mais ils disent, par contre, ce qui est sûr, parce que ça n'a jamais été vraiment dans l'unité, il n'y a aucun peuple qui est passé en gros en dessous de 2, en dessous de taux naturel, et qui ensuite est remonté. Parce qu'en fait, 2,1, c'est le taux naturel actuellement, parce qu'on a assez peu d'enfants qui meurent en réalité. Mais le taux naturel, pour maintenir la population, il y a 200 ans, n'était pas le même. Et donc, il y a quand même quelques trucs qui peuvent faire que potentiellement ça peut ne pas trop baisser ou peut-être légèrement monter. Alors déjà, la Corée du Sud est remontée pour la première fois en genre 30 ans. Ils ont gagné 0,1, un truc comme ça. 0,01, ils sont passés genre de 0,71 à 0,74, un truc comme ça. Ce qui montre qu'il y a peut-être quand même un plancher, tu vois. Je sais pas, ça m'impressionne pas de ouf ce que tu... Ouais, mais au moins, ça montre que c'est pas sans fin, tu vois. Ils auraient pu descendre encore plus, tu vois. Et donc, dans les choses qui peuvent aider, je pense qu'il y a un exode urbain. Si en fait les gens naturellement reviennent de la campagne, il y a plus d'espace, peut-être qu'ils ont plus d'enfants. Un autre truc aussi, je pense qu'il devrait étudier, c'est le fait que d'avoir une famille assez large, ça devient un peu haut statut, en fait. Avant, c'était un peu le truc de prolétaire, tu vois. D'avoir 8 enfants, c'est vraiment, toi, que tu sais pas utiliser une capote, tu vois, c'est un truc un peu vu négativement. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en France, le plus haut taux de fertilité, d'ailleurs, ils sont identiques. Je crois que les deux, c'est genre 2,3, 2,2, un truc comme ça. C'est dans le dernier décile et dans le premier décile en termes de revenus, tu vois. Donc, c'est les familles les plus riches et les moins riches, les moins fortunés, qui ont les plus d'enfants. Et donc pour le secondaire, c'est un truc... Vas-y. Du statut, j'avais aussi lu un substack là-dessus assez intéressant qui disait qu'un des pays riches qui avait le mieux maintenu sa fertilité, c'était Israël. Et son interprétation au niveau d'Israël, c'était que en fait, tu as des groupes au sein d'Israël qui sont du coup les religieux, ultra-religieux et tout, qui ont beaucoup d'enfants et qui sont un peu tenus en grande estime par le reste des gens. Donc en fait, la plupart des gens ne sont pas aussi religieux, mais ils aimeraient, tu vois, pour eux, c'est statut de religion. Donc ils aimeraient avoir l'air un peu plus religieux qu'ils le sont. Et il s'avère que les personnes les plus au statut, les plus religieux, ont beaucoup d'enfants. Et donc sa théorie, c'était de se dire qu'en fait, il y a un mimétisme de combien d'enfants tu veux avoir par rapport aux gens que tu admires, le statut, etc. Et donc le mec, la théorie gros cerveau qu'il avait, c'était de se dire, le move à gros levier du gouvernement coréen, c'est de payer les stars de la K-pop pour avoir des familles nombreuses. Ce qui actuellement est l'inverse de la politique qui est, parce que généralement, il me semble... Elles ont 0 enfants. C'est spectaculaire en fait. Bah, en fait, c'est interdit. Elles ont vraiment aucun. C'est fou quoi. C'est pas autorisé pour les stars de la K-pop d'être en couple en fait, simplement. Elles doivent garder une image parfaitement où n'importe qui peut se projeter avec elles et tout. Donc en fait, si dans un pays où tous les stars ont 0 enfant, forcément, lui, sa théorie en tout cas, c'était que le statut fonctionne comme ça, et que si tu t'inversais, que tu faisais en sorte qu'effectivement, avoir beaucoup d'enfants, c'est un symbole de statut, finalement, Elon Musk, il essayait un peu de faire ça. Hein. Donc voilà, s'il y avait plus de personnes qui avaient acheté comme ça. Celui qui est encore plus haut niveau, c'est... comment ça s'appelle Durov, c'est ça, celui de Telegram, commentateur Telegram, qui a en fait révélé qu'il a déjà genre 150 enfants, un truc comme ça. Forcément par donation, tu vois.
de sperme. Mais en gros, lui, il a un programme en place où si t'es une femme, tu peux poster ta candidature et tu recevras, je sais pas quelle somme il offre, il ne précise pas, peut-être t'offrira, je sais pas, 10 000 euros par mois et le temps que les 18 premières années de tes enfants, tu vois. Et donc, il a ça en place, donc il a déjà 50 enfants, il va pas s'arrêter, je pense. Donc, ça. Et en fait, c'est peut-être un signe que le fait qu'il en parle publiquement, c'est assez fou quand même. C'était un signe que ce sera peut-être moins. Ouais, ça sera peut-être pas si mal perçu que ça. Effectivement, tu as Elon Musk qui en a aussi beaucoup. Euh, et un autre truc, c'est le retour de la religiosité. Donc, en fait, le fait d'être religieux, c'est un effet qui se coule parce que déjà, ça fait. Les gens se mettent en couple assez tôt, notamment via l'église. Tu vois, donc, si tu te mets en couple à 20 ans, tu as plus de chances d'avoir plusieurs enfants que si tu te mets en couple à 30 ans, forcément. Et aussi, de façon générale, vu que l'avortement et la contraception sont mal perçus, bah, tu as aussi cet effet-là qui a tendance à booster la fertilité. Et donc, si jamais, pour une raison ou une autre, les gens deviennent de plus en plus religieux, naturellement, logiquement, la fertilité devrait monter. Et ce qui arrive un peu à ma conclusion, c'est qu'en fait, potentiellement, tu as un futur, en gros, le futur de l'humanité, c'est les ultra riches, les ultra pauvres et les ultra religieux, tu vois. C'est les trois groupes qui ont le plus d'enfants. Euh, et effectivement, les ultra religieux, tu as des cas intéressants, comme tu as dit, t'as les ultra orthodoxes en Israël qui ont beaucoup d'enfants. Et les Amish, mais les Amish, c'est quand même fou que ça existe, ces gens, donc une communauté qui est très religieuse, qui vit aux États-Unis, qui en gros proscrit l'utilisation de technologies, je crois, passées genre 1850, tu vois. Donc ils utilisent quand même des trucs un peu des lampes à huile de je sais pas quoi, quelques trucs un peu de base. Tu vois, ils utilisent le chariot, ils ont quand même des trucs un peu, mais tout le reste, c'est banni. Et ils sont à 6,5 enfants par femme, ce qui est, toi, totalement. Enfin, c'est énorme, toi. Pour comparaison, je crois que même un pays qui est très élevé comme le Nigeria, ils sont à 4, tu vois. Donc ils sont vraiment à des taux monstrueux. Euh, et actuellement, ils sont 400 000 aux États-Unis. Et potentiellement, ils pourraient être genre 5 millions si tu suis la courbe en 2100. Et donc, tu as potentiellement. T'as aussi les Mormons qui ne sont pas aussi élevés, eux non plus. Mais ils sont plus élevés que la moyenne. Donc, tu as certains groupes comme ça qui vont monter. Euh, et le dernier aspect de ça, c'est peut-être potentiellement, tu peux avoir. Comme on expliquait, un des problèmes c'est que tous nos systèmes de retraite et de comment dire, solidarité est basé sur une pyramide. Et donc, si tu te trouves dans une pyramide inversée, tu es un peu baisé. Et potentiellement, l'IA pourrait combler cette pyramide, tu vois. Si en gros, chaque actif est 100 fois plus productif, tu as des agents dans tous les sens qui sont utiles, potentiellement, l'IA peut éviter les problèmes économiques qu'on pourrait avoir dans le futur. Est-ce que tu as d'autres pensées par rapport à ce sujet où tu penses qu'on a à peu près tout couvert et que. Pas vraiment, non, on a encore tout couvert. Je pense que le takeaway de l'épisode, c'est vraiment de visualiser hein, que vous voulez pas avoir d'enfants et C'est c'est safe? la contraception inévitable. Voilà, on s'arrête là, à la semaine prochaine. Putain, mon truc d'eau, on le garde pour la prochaine fois. Ah merde, le Respect truc d'eau. carré. Mais si, attends, si, mais oui, bien sûr. Excusez-moi. Ça fait 4 fois que je skip les conseils de Paul sur la productivité. Bien sûr, bien sûr. Non, 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 on n'a pas terminé. Restez avec nous, ne fermez pas l'épisode. Pourquoi est-ce que les gens qui nous écoutent boivent trop d'eau? Bah, juste un peu comme avec la créatine, où je me suis dit, putain, pendant 3 mois, j'ai pris de la créatine, ça servait à rien. En fait, j'ai eu un choc récemment, parce que je me suis dit, putain, c'est un truc que je fais depuis 10 ans maintenant, peut-être qu'il était contre-productif. Et c'est qu'il y a 10 ans, j'ai décidé, putain, il faut que je bois pas assez d'eau, toi. Parce que tu lis, il faut boire au moins 2 litres d'eau, tout le monde est déshydraté, je dis, il faut boire plus d'eau, toi. Et je me suis mis à boire beaucoup d'eau. Toi aussi, je crois, j'ai vu ta bouteille d'eau. Ta bouteille d'eau, c'est une bouteille de 3 litres. À mon avis, tu bois beaucoup d'eau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu bois de l'eau, potentiellement, tu te déhydrates dans le sens où en fait, tu dilues les minéraux dans ton corps, tu vois. Donc tu dilues les électrolytes dans ton corps et le mec qui prend une gorgée d'eau, non mais c'est de l'hypocrisie C'est totale. c'est encore d'eau. Non, mais en fait, le concept est Ça a intéressant intérêt à là-dedans. être un petit shot de... C'était quoi que tu prenais? Du whisky? Un petit shot de whisky que tu prenais Non, là, en plus, pour te c'est de l'eau remettre pure. dans le mode? En plus, c'est l'eau de bouteille qui a l'électrolyte dedans, toi. Là, j'ai pris de l'eau, vraiment l'eau pure, quoi. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avant, il y a 500 ans, quand tu buvais de l'eau dans ta petite rivière, là, en fait, il y avait plein de minéraux dedans. Tu vois, t'as le sodium, t'as le potassium, t'avais plein de trucs potentiellement. Peut-être que je raconte de la merde, je suis pas non plus très. Mais en gros, l'eau avait les minéraux dont tu avais besoin. Maintenant, en fait, ce qu'on cherche dans Et l'eau, c'est aussi la un peu de pureté, tu vois. choléra et des trucs comme ça, quoi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Euh, c'est pour ça que les gens sont beaucoup dans le fait de vivre de façon ancestrale et autres, mais les gens oublient quand même beaucoup les aspects négatifs quand même à ça. Euh, mais l'idée, c'est que maintenant, ce qu'on veut dans de l'eau, c'est la pureté en fait. On retire en gros tout ce qui est mauvais, mais en retirant tout ce qui est mauvais, on retire ce qui est bon, généralement, tous les minéraux. Et vraiment, ce qui est vendu, c'est l'idée, c'est l'eau, c'est la plus pure possible. Notamment, ce qui est fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'osmose inversée, je pense en français, reverse osmosis. Et c'est vraiment l'eau où dedans, il n'y a rien, il n'y a que de l'eau. Euh,
Mais du coup, ce qui fait que t'as pas ces minéraux qui sont nécessaires. Euh, Mais le truc, c'est que ce que tu es en train d'expliquer, c'est pas ce que Volvic me racontait en 2001. Tu vois, la pub quoi, Volvic, ça où c'est coule de les beaux source. volcans d'Auvergne, l'eau qui a traversé les volcans, elle a pris tous les minéraux et tout. C'est impressionnant. Qu'à l'époque, je comprenais absolument pas, tu vois. Notamment, mon père disait, mais non, la Volvic, elle a un super bon goût. J'étais, mec, c'est de l'eau. Je ne comprends pas en quoi l'eau peut avoir un goût. Euh, Oui, mais voilà. de façon générale, ça a quand même... Ils ont Cette quand même île-là retiré... existe. Oui, mais de façon générale, c'est quand même plus simple de tout retirer. Donc en fait, Ouais. la plupart des eaux sont quand même très assez vides, entre guillemets. Ok. Euh, et Donc, tu devrais boire sans- combien d'eau par jour, du coup? Si c'est pas 2 litres, tu devrais boire combien d'eau par jour? En fait, le problème, c'est pas tellement la quantité d'eau que tu bois, c'est est-ce que tu prends aussi les minéraux dont tu as besoin, toi. Et donc, en fait, si tu supplémentes avec un peu de potassium, sodium, et le troisième, il y a le magnésium qui compte un peu, mais le troisième le plus important, c'est, je vais pas m'en souvenir, Là, on a sodium, magnésium, potassium, je pense. C'est les 3. c'est les trois plus Ouais. importants. Tant que tu supplémentes là-dedans, ça va en fait. Le problème, encore une fois, c'est que en fait, tu peux rentrer en anémie quand en fait, tu bois beaucoup d'eau, tu dilues tes électrolytes, du coup, ça te fait pisser, et ton corps, tu vois, clairement, il me faut de l'eau, mais tu lui envoies encore de l'eau de merde sans aucun minéraux, tu vois. Donc en fait, tu passes dans un cycle infini où tu as l'impression, putain, j'ai vraiment besoin de boire parce que j'ai soif. Mais en fait, non, c'est juste ton corps qui demande des électrolytes. En fait, il veut pas de liquide en tant que tel. Il veut ce qui est censé venir avec le liquide, avec l'eau, qui sont les minéraux. Donc, j'ai une anecdote sur les électrolytes. Tu vois Vas-y. Breaking Bad? Ouais. Ouais, c'est moi maintenant. Donc, tu vois une marque Tu fais qui le est cocktail. promue sur tous les podcasts, qui s'appelle Element. Ouais. Donc, voilà. Tu l'as reconstitué toi-même, ça? C'est une marque d'électrolytes. Donc, du coup, j'avais une personne qui était allée ils vendent que aux US et tout, mais ils sont promus sur tous les podcasts. Donc, en tant que bon petit mouton, hein, je me dis, bon, bah, je vais checker Element et tout. En plus, j'avais un pote qui m'avait dit, non, c'est trop bien. Et tu sais, à chaque fois que quelqu'un va aux US, il fait, faut que tu m'amènes du Element et tout. Je peux pas l'avoir en Thaïlande et ils le vendent pas. Donc, j'ai une personne qui allait aux US et qui m'en a apporté. Je fais, c'est pas mal en fait, ces histoires d'électrolytes, je vais checker. Mais évidemment, ils livrent pas en Thaïlande. Et en Thaïlande, tu as ce truc où la douane peut être assez agressive. Et donc, du coup, si tu te fais livrer des suppléments chelous, ça va être à la douane, faut aller à l'aéroport pour le récupérer, tout c'est méga chiant. Donc je vais sur le site de Element et je vois qu'ils font, nous on a 3 ingrédients, c'est une formule super simple et tout, on publie tout, on est transparent les ingrédients. Je dis mais mec, si tu me donnes les ingrédients de ton truc, est-ce que je peux pas le reconstituer moi-même? Donc, il existe un seul site en Thaïlande où tu peux récupérer facilement des suppléments. C'est iHerb qui est un énorme site, mais du coup, ils envoient tout. Ils ont pas Element dessus parce que c'est une marque et ils l'ont pas dessus. Donc, je commande individuellement les différents ingrédients de Element et j'ai ma petite balance de dealer où je mesure les ingrédients pour reconstituer la poudre avec le même ratio que le produit Element et du coup, ça coûte 20 fois moins cher. Et je fais ma petite poudre et je l'ai refait moi-même. Voilà. Tu vas jusqu'au bout prendre une feuille A4, la plier, mettre tout truc dedans, écrire LMNT. Et vraiment, et après le mettre en vente. Et, Dans des petits sachets homemade. Sachet. Je vais le poster sur Facebook Marketplace, tu vois. Voilà. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qui m'a fait me poser des questions par rapport à l'eau, c'est que, en fait, quand je suis au Muay Thai, je constatais qu'en fait, les étrangers, nous, on buvait tous 2 litres d'eau pendant la séance, on transpirait comme des porcs, on était toujours à moitié, putain, j'en peux plus, tu vois. Alors que les Thaïs, eux, tu les voyais, ils avaient leur petit truc d'eau et ils buvaient des petites gorgées, tu vois, toutes les 30 minutes. Et littéralement, en fait, un Thaï, ils buvaient peut-être 50 centilitres d'eau dans une séance complète. Nous, c'était plus de 2 litres, tu vois. Et eux, en plus, ils transpiraient pas, tu vois. Et donc, en fait, je pense qu'il y a aussi un truc qui est sous-estimé, c'est que ton corps utilise aussi l'eau que tu lui donnes, tu vois. Et donc, si tu lui donnes la masse d'eau, il va beaucoup transpirer. En transpirant, il dilue les minéraux, donc après, tu rebois. Donc potentiellement, si tu fais, pendant une séance de sport, tu fais que boire de l'eau, c'est assez catastrophique, quoi. Parce qu'en fait, ça te fait transpirer et tu baisses encore une fois ton taux de minéraux dans le sang et potentiellement, c'est assez négatif. Euh, Donc, qu'est-ce que tu fais toi pour les électrolytes? Qu'est-ce que tu fais Moi, j'utilise deux trucs. J'utilise ouais, trois choses. Un, si j'ai envie de faire un truc un peu organique autre, tu prends du, du jus de citron que tu peux faire avec toi-même, avec tes propres citrons. Tu rajoutes un peu de sel, et donc potentiellement, tu as un peu ce qu'il faut en termes de Et le potassium citron, c'est et quoi? de sodium. Ça contient quoi? Potassium. Ok. Potassium. D'ailleurs, un truc intéressant, c'est que le café aussi pas mal de potassium. Et donc, ma théorie à moi, c'est qu'en fait, une des raisons pour lesquelles les gens se sentent bien avec le café, potentiellement, c'est pas tant la caféine, ça peut être aussi, Je mais pense c'est que aussi la le potassium que tu caféine rajoutes, quoi. J'ai découvert en fait, la caféine, ça va rien, putain. Je sais pas si Depuis je le prendrais début, une position. c'est un scam. Il faut juste visualiser que le café marche et ça marche, c'est tout. C'est ça. Mais, Et après un peu de potassium. Tu peux pas le visualiser, le potassium. non, et du coup, t'as ça, et après, moi, j'utilise une marque qui s'appelle Relight,
RE-LYT qui est sur iHerb, et aussi une autre qui s'appelle de Thorn qui est promu par Uberman. Il s'appelle Thorn Electrolytes Catalyte Something, un truc comme ça. Et donc, c'est les deux que j'utilise. Effectivement, le matin, maintenant, la première chose que je bois, c'est de l'eau avec des électrolytes. J'ai l'impression qu'il y a un effet. Est-ce que c'est réel ou pas réel, j'en sais rien. Mais ça serait assez cohérent, en fait, avec le fait que ce soit efficace. Ouais. Moi, j'ai vu un vrai effet pendant le sport, en fait. Après le sport, du coup, parce que dans ta journée, tu vois, je pense que ça se dilue un peu. Mais après une session de sport, quand tu prends des électrolytes, moi, je sens une vraie différence pour le coup sur ce moment-là, que ça me remet mieux, tu vois. T'as pas le crash. Chaud, t'as moins de... Moi, j'y vois une vraie différence. C'est pour ça que je me suis fait chier à aller reproduire mon Element à la maison, parce que j'y vois une vraie différence. Et t'as toujours ce truc que t'as pas envie de dépendre d'un supplément où tu sais pas trop si tu peux l'avoir régulièrement, l'acheter et tout. Donc je me suis dit, je vais refaire, ça a l'air de fonctionner. Tu découvres que Element, ce produit qui est promu sur tous les podcasts, en fait, c'est à 80% du sel. Hein. C'est du sel de mer que tu mets avec 2 autres poudres et c'est fini. D'ailleurs, je pense que c'est un truc qui va peut-être arriver, catégorie, parce que les électrolytes, ça vont exploser, je pense, à la constituer. On vient de trouver idée, mec. Les gummies à l'électrolyte, c'est fini. Enfin, tu vois, t'as plié le game. Mais après, je pense qu'il y a un souci quand même avec l'eau, tu vois. Donc, en fait, je pense que ça fonctionne pas si bien que ça. Mais par contre, c'est juste de l'eau. On a établi dans la première moitié de l'épisode qu'on s'en fout, ça fonctionne pas. Il faut juste dire que ça va. C'est électrolyte. Tu mets 2 grammes de sel et puis c'est fini. T'as l'eau qui est pure, toi, qui est vendue comme pure. Et je pense que ce qui pourrait une catégorie, c'est les eaux un peu minéralisées, tu vois. Donc les eaux qui ont déjà un peu tout ce qu'il faut à ce niveau-là, tout ce qui et je pense notamment tu peux avoir de l'eau très premium, tu vois, de l'eau beaucoup plus chère que toutes les autres eaux. C'est déjà ce qui s'est passé un peu avec les trucs comme Liquid Death. T'as aussi un peu l'eau Fuji, même l'eau Evian, toi ici, c'est un peu le truc premium. Donc je pense que t'as quand même t'as cette possibilité en tant que de nouvelles marques qui pourraient exister. Et tu vois, tu penses que tu pourrais vendre un produit comme ça sur Amazon ou il faut être en boutique? Parce que Liquid Death, il me semble qu'ils vendaient pas mal à distance. Ils ont fait un gros push dans D2C. En fait, je comprends toujours pas comment ça a fonctionné, tu vois. Non plus. Honnêtement, je bug toujours un peu dessus. Ouais, écoute, le branding, il est incroyable. Ouais, mais tu vois, le branding, il sert à... qui va mettre sa carte bleue et comment de l'eau, tu vois. Ouais. Mais pour expliquer aux gens, le Liquid Death, en fait, c'est de l'eau, mais dans les canettes, quoi. Alors, t'as un peu l'argument que du coup, c'est pas au contact du plastique. Tu peux jouer un peu là-dessus. T'as aussi le fait qu'effectivement, aux États-Unis, il y a une grande partie de l'eau qui est pas potable. Et donc, ils ont un gros marché potentiel. Mais ça reste quand même assez délirant pour moi. Et, en fait, je serais curieux aussi de savoir est-ce que finalement c'était vraiment si rentable que ça. J'ai l'impression que c'est un peu mort maintenant, enfin c'est un peu moins en vogue maintenant. Par contre, là, la raison pour laquelle tous les marketeurs se sont excités, c'est parce qu'effectivement, en fait, ils ont revendu de l'eau, le truc le plus basique au monde, qui a rien de spécial. Ils argumentent pas que l'eau est à quoi que ce soit d'unique. Hein. C'est juste avec un packaging et un branding différent, quoi. Tu veux parler du pouvoir des playlists pour terminer? C'est un truc que j'essaie depuis maintenant 1 ou 2 mois. C'est en fait, j'essaie d'associer chaque playlist de musique à une tâche précise. Donc, toi, si je recherche nos produits, j'ai une certaine musique. En fait, j'essaie de créer un peu ce réflexe pavlovien chez moi, tu vois. De me dire, j'enclenche cette musique. Pour rechercher des produits. C'est atmospheric sci-fi inspiring walk music. C'est un truc comme ça. Si tu peux pas créer une playlist sur Shopify, tu tapes recherche produit. Recherche produit sur Spotify, pardon. Sur Spotify. Peut-être que je vais arriver à ça là. Pour l'instant, c'est juste des trucs un peu YouTube. Et honnêtement, après, encore une fois, Pavlov, de façon générale, c'est un peu. Forcément, c'est dans ta tête, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que ça fonctionne pas mal, tu vois. Et je sais pas si c'est le rituel, toi, d'enclencher la musique ou autre. Mais je pense que c'est un win facile potentiel d'associer certaines musiques à certaines tâches et du coup de réduire encore une fois la friction mentale pour se mettre sur un truc, quoi. Et quand tu cherches des produits, tu le fais direct sur Amazon ou tu as des outils particuliers ou alors tu cherches, je sais pas, sur Google Trends c'est quoi ton workflow à ce niveau-là? C'est un mix. Maintenant, j'utilise beaucoup ChatGPT en disant ouais, j'ai certains critères et donne-moi des idées. Et en fait, après, ce que tu fais beaucoup, c'est que ça marche bien ou ça marche pas mal, t'as genre 10 trucs nuls et un truc peut-être pas mal? Ouais, je pense que le ratio, c'est plus tu tapes 6-7 trucs nuls et peut-être 2-3 bien. Mais même ça, c'est bien parce qu'en fait, tu identifies rapidement ceux qui sont nuls. Et en fait, après, effectivement, c'est beaucoup. Tu tapes le nom de truc du produit sur Amazon et après, tu scrolls et tu regardes est-ce que tu vois un angle ou pas, toi. Est-ce que tu as un truc qui accroche? Est-ce que tu vois un qui a des critères que tu aurais, c'est ceux dont on a déjà parlé sur le podcast, du style un produit qui est evergreen, etc. Ce genre de trucs. C'est ça. Et nous encore une fois, maintenant, on est très bas du front là-dessus. C'est par exemple un truc sur lequel on joue beaucoup, c'est tu as une très grosse différence entre en frais de payer, donc les frais qu'Amazon te fait payer pour expliquer le produit, sur certains thresholds en termes de dimension.
Et donc, on regarde beaucoup ça maintenant. Ok. Et notamment, si il y a un concurrent qui est 2 fois moins cher en termes de frais d'FBA que tout le monde, bah, est-ce qu'on peut pas faire la même chose, tu vois? Et un exemple récent, c'est sur les ponchos, où en fait c'est un truc où plus tu rends le produit plat, moins c'est cher. Et donc, on a conseillé de vendre des ponchos de façon un peu plate. Et on s'est mis à vendre 300, 400 Attends, packs de comment est-ce ponchos. qu'un poncho ne pourrait ne pas être plat? En fait, si tu fais des packs de ponchos, tu fais 4 ponchos, tu les mets les uns sur les autres. Bah, t'arrives Ok. à peut-être 5 cm de hauteur. Et toi, tu les Et as alors, tu juste mis peux les les uns à mettre, la tu suite peux des mettre autres, deux et donc c'est deux. un paquet de 5 mètres de long. Mais c'est ça, mais du coup, c'est format enveloppe, tu vois. Donc, format enveloppe, c'est moins cher. Mais du coup, ce qui est fou, c'est qu'en Ok. fait, tu es sur un produit où tu peux être à 5 $ de vente. Et d'un coup, tu passes tes frais Amazon passent de, je sais pas, de 3,5 à 2,5, tu vois. Et donc, Ok. c'est 20% de la valeur du produit en moins, tu vois. Et donc, tu as plein de trucs comme ça à faire qui sont encore une fois pas des trucs évidents parce qu'après, il faut du coup négocier sur le packaging, sur comment ça se fait. Faut pas se foirer non plus parce que, encore une fois, c'est une question de millimètres et tu peux rapidement te trouver dans un mosquée et te foirer. Et aussi, c'est des produits où, généralement, il faut quand même casser les prix en arrivant. Donc, tu as plein d'autres contraintes. Mais je trouve ça assez intéressant. Euh, et c'est ouais, ce genre de critères qu'on utilise actuellement. Ok. Sur ce, on va finalement terminer l'épisode pour de vrai cette fois-ci. Merci à vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.